Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la Cour suprême en Guinée-Bissau ordonne le recomptage des voix du scrutin présidentiel du 29 décembre 2019. Satisfaction dans le camp de l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira qui avait été donné perdant à cette élection. Les médias appelés à respecter les règles d'éthique pour la couverture des élections locales au Cameroun. Le gouvernement camerounais, accompagné par la communauté économique des États de l'Afrique centrale et les Nations unies dans la préparation du scrutin. Et le président du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence, Amadou Diagne, à la rencontre des chefs d'État africains. Il a été reçu ce samedi par le président congolais Félix Tshisekedi dans le cadre de la préparation de l'édition 2020 de l'événement. Mais tout d'abord, le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, vient de désigner son candidat à l'élection présidentielle de 2020. Il s'agit d'Évariste Ndayishimiye, le général membre de la formation politique depuis 1995 et qui a occupé de hautes fonctions, dont ministre de l'Intérieur, a été choisi lors du congrès extraordinaire du parti qui avait lieu ce dimanche à Gitega. Comme il l'avait annoncé, le président actuel Pierre Nkurunziza ne briguera pas de nouveau mandat. En Guinée-Bissau, c'est un véritable retournement de situation qui est en train de se produire. La Cour suprême vient en effet d'ordonner un recomptage des voix du second tour de la présidentielle. Véritable satisfaction dans le camp de Domingos Simoes Pereira, donné perdant par les premiers résultats. Mais aussi un revers pour la CEDEAO qui avait appelé une prestation de serment rapide d'Umaro Sissoco Embalo, donné vainqueur. Reportage de nos envoyés spéciaux, Babylas Boton, Richard Togbe et Paul de Singwe. C'est une décision qui redonne espoir à l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira, perdant de la présidentielle du 29 décembre 2019 avec 46,45% des suffrages. Dans son arrêt rendu ce 24 janvier, la Cour suprême bissau-guinéenne a ordonné à la commission électorale de procéder immédiatement au recomptage des voix. Une ordonnance fondée sur l'article 95 de la loi électorale qui remet en cause la victoire d'Umaro Sissoco Embalo du mouvement MADEM, précédemment proclamé vainqueur de la présidentielle avec 53,55% des voix. Pour le camp de Domingos Simoes Pereira, c'est la victoire du droit sur l'arbitraire et la fraude électorale. Tout ce que nous avons demandé, c'est qu'on puisse clarifier les choses. Et clarifier les choses, cela veut dire connaître la vérité électorale. Et dès lors que la Cour suprême nous a donné cette décision, qui demande à la Commission nationale d'élection de reprendre le processus et de refaire le recomptage des voix, je pense qu'on ne peut pas ne pas être content parce que finalement c'est la victoire de la démocratie, la victoire de la loi et la victoire de l'état de droit démocratique. Si l'ordonnance de la Cour suprême, signée du juge conseiller Osiris Ferreira, remet en cause les résultats proclamés par la commission électorale et rebat désormais les cartes, il constitue également une réplique cinglante à la CEDEAO. L'organisation sous-régionale disait en effet dans un communiqué souhaiter que le vainqueur, Umaro Sissoco Embalo, puisse rapidement procéder à la prestation de serment. Pour les organisations de la société civile, la décision de la juridiction suprême replace au centre du processus électoral les institutions du pays et réaffirme la souveraineté de la Guinée-Bissau. La matière électorale, c'est une matière de la souveraineté des États. Et la CEDEAO a un protocole sur la gouvernance, la démocratie et la bonne gouvernance. Et nous jugeons que la CEDEAO, en reconnaissant un candidat comme vainqueur, alors qu'il y a un procès judiciaire, ils violent eux-mêmes les instruments de la CEDEAO sur la matière. Parce que si la CEDEAO proclame la démocratie et l'état de droit, donc nous, ce que nous cherchons, c'est justement ça, une vérité électorale.
Pour l'heure, la commission électorale présidée par José Pedro Sambou considère que sa réponse à l'ordonnance des juges suprêmes ne sera qu'une simple formalité et d'y attendre de tenir dès ce lundi 28 janvier une rencontre ad hoc avec les avocats de son institution pour analyser et tirer les conclusions de la décision de la Cour suprême. Les préparatifs pour les élections locales se poursuivent au Cameroun. Le bon déroulement du scrutin qui passera notamment par une couverture médiatique équilibrée. C'est dans ce sens que les médias locaux ont été sensibilisés à respecter les règles d'éthique et à éviter la diffusion de discours de haine. Neleka Debessa. En prélude aux élections municipales et législatives qui se tiendront au Cameroun le 9 février 2020, les institutions telles que la CESC et l'ONU se mobilisent autour du gouvernement camerounais pour accompagner le déroulement de ce double scrutin. Les deux institutions demandent au gouvernement et aux médias locaux d'assurer une couverture médiatique de ce scrutin en respectant les règles d'éthique et de déontologie. Il s'agit pour les médias d'éviter les discours de haine et de promouvoir la paix et la stabilité au Cameroun. Les journalistes, pendant cette période, doivent faire preuve d'une extrême responsabilité. Ils doivent se limiter à relayer les faits, à faire parler les acteurs, à ne pas ouvrir surtout leur colonne à tous les acteurs, tous les partis politiques qui viendraient à enfreindre les dispositions du code électoral ou du code pénal. Le gouvernement, pour sa part, a tenu un atelier de formation, de renforcement des capacités et de sensibilisation des médias sur la prévention des conflits et la lutte contre les discours de haine en période électorale. La formation menée par Elections Cameroun s'est étendue sur le cadre juridique régissant la couverture médiatique de ce double scrutin, ainsi que la régulation et le rôle des médias en période électorale. La gestion de l'information en période électorale est une activité complexe, délicate et surtout sensible. Les hommes de médias qui ont la lourde mais exaltante charge d'informer le public doivent faire preuve de compétence, mais aussi et surtout d'un sens élevé de responsabilité et de professionnalisme. Au moment où les autorités recommandent aux électeurs de se préparer à accomplir leurs devoirs citoyens le 9 février 2020, elles exhortent par ailleurs les médias à apporter au processus électoral une couverture médiatique optimale, neutre, équilibrée et équitable du rendu journalistique dans un esprit de paix et de sérénité. La 13e édition du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence FOGECA se prépare avec comme thème principal cette année le secteur du transport aérien. Pour s'assurer de la réussite de l'événement, le président du FOGECA, Amadou Diagne, sillonne le continent à la rencontre de ses chefs d'État. Il était reçu samedi 25 janvier par le président congolais Félix Tshisekedi. Reportage de Jacques Amboka commenté par Neleka Debessa. Dakar accueille le 1er février 2020 la 13e édition du Forum de l'intégration économique africaine. Cette rencontre est organisée par le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence. Plusieurs chefs d'État africains et experts du secteur de l'économie prendront part à ces rendez-vous. Une invitation a été remise ce samedi 25 janvier 2020 par le président du FOGECA à Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais. À Kinshasa, j'étais venu voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Il est important, à la veille d'un forum aussi important que celui de Dakar, que nous puissions venir échanger avec le chef de l'État, lui parler de nos orientations et ensuite lui porter le message d'invitation. Dans une Afrique où la problématique du transport aérien en particulier se pose avec acuité, la 13e édition du forum se basera sur la question en vue de penser comment les Africains peuvent trouver solution à ces problèmes. Nous allons parler de la problématique du transport aérien en Afrique. Depuis Air Afrique, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, même si d'autres compagnies comme Askai se battent nuit et jour pour la résolution des problèmes du transport en Afrique. Nous allons parler du numérique. Nous allons également parler de la question des investissements dans les logements. Promouvoir l'économie africaine, c'est le principal objectif visé par FOGECA qui soutient les investisseurs africains à investir en Afrique dans une étroite collaboration. Le but est d'accompagner les continents vers le développement selon l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et sachez que la 13e édition du FOGECA sera à suivre en direct sur Africa 24 le 1er février prochain.
Ce 25 janvier avait lieu à Paris, en France, un colloque de sensibilisation à l'amélanisme. L'amélanisme, c'est le terme employé pour albinisme. L'albinisme, cette maladie génétique et héréditaire qui se caractérise par un défaut de production de mélanine. Les personnes porteuses de cette anomalie, bien souvent victimes de discrimination sur le continent. C'est sur leurs conditions que travaille le Centre canadien de sensibilisation à l'amélanisme, organisateur de l'événement. Et pour en parler, nous accueillons son président, André Man-Bombo. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. André Man-Bombo, vous venez d'organiser, on l'a dit, un colloque de sensibilisation à l'amélanisme. C'était à Paris, en France. L'amélanisme, c'est ce que l'on appelle plus communément l'albinisme. Pourquoi ne voulez-vous plus de ce terme albinisme ? Ok, c'est que quand j'ai commencé mon travail, ma lutte pour les albinos, j'utilise des termes que j'avais trouvés, j'ai essayé de regarder en profondeur. J'ai trouvé que le mot albinos était péjoratif, insultant, parce que c'est un mot qui a été créé au XVIIe siècle de toutes pièces par un certain Balthazar Thalès, un jésuite portugais, à la demande de son église, parce qu'il venait d'enlever à l'homme noir l'âme. En enlevant à l'homme noir l'âme, on pouvait justifier l'esclavagisme. Mais la question s'est posée, qu'est-ce que nous allons faire des blancs que nous avons trouvés en Afrique? Il a fallu leur trouver aussi un nom, et il a été créé de toutes pièces le nom albinos. Alors on le sait, aujourd'hui, ces personnes vivant sans mélanine sont encore aujourd'hui victimes de discrimination en Afrique, parfois même persécutées, notamment en Afrique australe. Votre approche au Centre canadien de sensibilisation à l'amélanisme, c'est de passer par l'éducation. Expliquez-nous. Oui, de passer par l'éducation, parce que nous avons trouvé que jusqu'à présent, l'approche qui a été apportée à la problématique de l'amélanisme était une approche seulement physique, seulement de santé. Quand il y avait une amélanée qui était menacée, on pouvait intervenir. Si on a tué, on pouvait même, si on peut y arriver, à mener les gens en justice. Mais le problème demeurait toujours. Et nous avons essayé d'approfondir pour montrer qu'avec une éducation, on pouvait arriver à éduquer les élèves, les éducateurs et les parents. Qu'un élève qui sait que l'albinisme, que la mélanique n'est pas un sorcier et que ce n'est pas magique, peut partager ses cacahuètes pendant la récréation avec son collègue. Et aussi une personne éduquée à l'amélanisme peut, une fois devenu citoyen responsable, ne peut plus recourir au fétichisme en se basant sur les corps des Alors c'est dans ce sens que vous avez rédigé une déclaration universelle des droits humains des personnes vivant avec l'albinisme qui a donné lieu d'ailleurs à l'adoption de la résolution sur l'importance de l'éducation sur les droits des personnes vivant sans mélanine, adoptée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une véritable reconnaissance donc. Mais est-ce que vous estimez que le problème est pour autant plus mise en lumière? Non, le problème n'est pas résolu parce que la preuve en est que cette résolution dont vous parlez a été prise en juillet 2018. Et jusqu'à date, l'Assemblée parlementaire de la francophonie ne l'a pas encore transmise ni à l'UNESCO, malgré qu'ils s'étaient engagés de le faire, ni au Parlement des pays membres, encore moins aux destinataires que nous sommes tous consommateurs de cette résolution. C'est pourquoi nous, au Centre canadien de sensibilisation à l'amélanisme, nous avons essayé d'aider les décideurs à prendre des décisions qu'il faut. Nous sommes réunis encore. On a développé ce que nous appelons amélano-éducation. Et c'est comment transmettre
les valeurs humaines de tolérance et d'acceptation de la différence dans tous les cours qui se donnent de l'école primaire à l'université. On nous demandera par exemple comment on va faire en mathématiques. Nous disons en mathématiques c'est beaucoup simple. Lorsque vous enseignez la probabilité aux élèves, vous pouvez leur dire que si une personne dite normale, NN, épouse une personne dite normale, NN, est-ce qu'ils peuvent avoir des enfants albinos, amélaniques? La réponse sera non. Mais si la question est posée, si une personne normale épouse une personne normale, est-ce qu'ils peuvent avoir des enfants amélaniques? On va maintenant introduire les notions que nous avons de la biologie, la botanique, lorsqu'on prend les tomates ou les pois de Mendel. Ce sont les mêmes règles des gènes qui sont récessifs. On peut, ce jour-là, expliquer aux élèves qu'est-ce que Alors, on comprend bien les efforts éducatifs que vous demandez pour mettre plus en lumière l'amélanisme. André Manbombo, merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, je peux dire merci aussi parce que vous m'avez donné cette possibilité. Mais est-ce que nous pouvons vous dire ce que nous attendons faire avec cette résolution pour le moment? Alors très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, c'est que nous comptons tenir avant la fin de ce trimestre de cette année les états généraux de l'amélanisme. Ça serait en Afrique, à Kinshasa et à Brazzaville. On fera venir toutes les associations qui sont en contact avec nous en Afrique francophone et en Afrique anglophone pour discuter de ces problèmes de l'amélanisme sans tabou, afin de trouver des solutions, parce que les solutions, il y en a, c'est un problème de l'homme qui ne peut être résolu que par l'homme. Il ne faut pas regarder les montagnes, parce que le soleil ne viendra pas des montagnes. André Manbombo, le rendez-vous est pris. Je rappelle que vous êtes le président du Centre canadien de sensibilisation à l'amélanisme, que vous êtes également de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont la mélanine épinglée que voici. Merci d'avoir été là. Okay. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.